Comme tous les jours, du lundi au vendredi, en direct dans le ZCL News, on salue nos auditeurs, nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France et même d'ailleurs, là où on nous regarde, et nous sommes toujours contents d'être avec vous. On va recevoir dans un instant Élodie Plaisance. Elle est déjà là, bonjour. Bonjour. Elle est l'une des fondatrices de l'association Caribbean Health. C'est bien ça, présidente de l'association Caribbean Health. Oui. Et mon collègue et trésorier, M. Mugerin Romuald. Qui sera là tout à l'heure. Joël Damas, chronique en vie d'écriture avec une invitée, Ingrid de Loire, qui est sexo-hypnothérapeute, pardon. Madame Dabrion aussi sera là. On va parler de son livre qui est sorti il y a quelque temps. Et on fera un petit peu le bilan avec elle. Et puis on va terminer avec Sadifi Tramis. Sinon, l'actualité... aujourd'hui, eh bien, on parlera de ce forum de la CCI sur la prévention pour aider les entreprises en difficulté. Ce sera le premier sujet de Solène Fèvre tout à l'heure. Journalisme et intelligence artificielle au campus de Saint-Claude. C'était un bilan qui a été fait. Loïs Laine sera avec nous pour en parler. Et le MEDEF a fait un salon de l'emploi, mais c'est à Paris. C'est le sujet de Michel Maurice Cessé. Et le préfet, eh bien, toujours en visite, cette fois-ci dans les banques alimentaires. On va commencer tout de suite avec ce sujet sur le forum de la CCI, sur la prévention pour aider les entreprises. C'est un sujet de Solène Fab. On regarde. Aujourd'hui, il s'agit d'un forum sur la prévention des difficultés des entreprises. Donc, dans un contexte difficile où les chefs d'entreprise sont vraiment mis à mal, il s'agit de leur apprendre à anticiper, à détecter les signaux faibles de difficultés qui pourraient advenir dans leur entreprise. Ensuite, il s'agit de les accompagner et de leur présenter les dispositifs d'accompagnement qui sont mis à leur disposition pour justement faire face à ces difficultés. Et puis, bien sûr, nous n'oublions pas l'aspect humain, puisque derrière chaque entreprise, il y a un homme, une femme, une famille, et qu'il est important de prendre en compte cet aspect psychologique qui, bien souvent, est mis à mal. Et donc, on a toute une batterie d'intervenants qui sont là pour les accompagner, les aider dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. J'ai décidé de venir participer à cette matinée au WTC aujourd'hui parce que, au vu du contexte économique qui est très difficile pour les sociétés, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, il y a quand même des chiffres qui ne trompent pas et beaucoup de sociétés ferment. Donc de façon à pouvoir anticiper et de façon à pouvoir connaître quelles sont les difficultés des sociétés qui ont fermé, des sociétés qui sont sur le point, qui sont sur des coûts juridiques, je suis venue me renseigner et savoir quels sont les dispositifs qui sont mis en place justement pour éviter à une société comme la mienne, s'il le faut, de fermer ses portes. On sait souvent que les chefs d'entreprise qui sont dans le secteur de la construction craignent les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire parce qu'elles vont être publiques. Ça va être publié au BODAC, ça va être publié sur l'extrait cabis de la société. Et c'est vrai que pour une collectivité, ils ne pourront plus souscrire à des appels d'offres. Pour un particulier, ça va toujours inquiéter un particulier de donner un chantier à une entreprise qui a une sauvegarde ou une redressement. Et bien pour ça, il existe des procédures confidentielles que sont le mandat ad hoc et la conciliation qui vont permettre aux chefs d'entreprise d'obtenir des moratoires avec certains de ses créanciers, mais aussi des délais de paiement. Pourquoi pas l'abandon des pénalités parfois sous l'égide d'un conciliateur ou d'un mandat ad hoc, sans pour autant pâtir de la publicité afférente à ce type de procédure. En France, quand une entreprise dépose le bilan, on dit que le dirigeant a échoué. Aux États-Unis, quand un dirigeant dépose le bilan, il acquiert de l'expérience, il fera mieux la prochaine fois et on lui fait confiance. C'est donc notre façon de penser qu'il faut changer et donc c'est l'occasion de le faire pendant ce forum. Si j'aurais un message à faire passer aux chefs d'entreprise et aux chefs d'entreprise en difficulté, c'est vraiment de venir se mettre sous la protection du tribunal. Alors la Chambre du Conseil, le tribunal de commerce porte mal son nom. On ne vient pas devant le tribunal de commerce quand on a des difficultés pour être jugé, mais pour trouver des solutions. Et on va se mettre sous la protection de ce tribunal pour pouvoir trouver des solutions pérennes. Un petit coup de booster donné aux entreprises
de la Guadeloupe qui sont en difficulté. Vous savez, en ce moment, avec le vote du budget en France, les coups de rabot qui sont donnés, les budgets vont être complètement aplatis et les entreprises en Guadeloupe risquent d'avoir, comme on dit, beaucoup de difficultés. Nous y reviendrons. Je vous l'ai dit, on reçoit Elodie Plaisance, elle est présidente de l'association Caribbean Health. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, présentation de cette association. Bonjour, merci de nous recevoir, merci de recevoir l'association. Effectivement, l'association Caribbean Health aura 1 an au mois de décembre, une association nouvelle qui a pour but de promotionner la santé, que ce soit l'activité physique, par le bien-être, par l'approche au niveau des aidants, parce que souvent il y a beaucoup de familles qui aident une personne Alzheimer ou quelqu'un dans le besoin, mais souvent on oublie des aidants qui ont aussi besoin de soins. Donc tout ça a permis de faire l'association NET. Et au-delà de ça, je suis kinésithérapeute. Donc effectivement, il y a une charge mentale et je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose pour pouvoir aider les soignants aussi à décompresser. Et les problèmes que je rencontre, c'est aussi les problèmes qu'ils rencontrent, donc aussi trouver des réponses à tout cela. Donc d'où la naissance de l'association. Alors comment vous agissez par rapport aux aidants? Parce que j'ai vu un livre qui est sorti sur les aidants l'autre jour, disant que c'était une situation assez compliquée pour les aidants. C'est compliqué pour eux, que ce soit au niveau physique, s'ils doivent faire de la manutention, aider la personne à la toilette, aider au lit, faire le changement de vêtements par exemple. Donc nous, on les aide parce qu'au cabinet de kiné qui se trouve sur la commune de Sainte-Anne, ils viennent aussi faire de l'activité physique adaptée, donc on leur montre les positions. Et on les conseille. Au cabinet, il y a une psychothérapeute, il y a une frotteuse aussi, il y a du neurofeedback, donc c'est des soignants que souvent on voit mais qu'on n'ose pas parler avec eux. Donc aussi, on donne un point de relais. Et on organise aussi des villages santé où justement cette personne peut venir. Et une journée où elle a réussi à bloquer dans son planning, elle peut faire son épilation, faire son soin bien-être esthétique, voir l'ostéo, voir la kiné et tout ça en une seule journée. Donc on a compris la problématique du temps, la problématique des sous et on essaie de rassembler tout ça pour organiser des manifestations comme le Mamitam et le brunch qui arrive dimanche. Alors, votre association s'appelle Caribbean Health, de mot anglais. J'imagine que c'est pour avoir des contacts avec la Caraïbe. Le but, voilà, c'est on a des îles sœurs et souvent, on essaie de voir un peu des études de marché, un peu qu'est-ce qui fonctionne, bien évidemment, qu'est-ce qui existe déjà. Et que par nos patients, il y a des personnes qui parlent espagnol, anglais ou autre. Donc, on s'est dit, pourquoi pas donner ce nom-là et que ça puisse percuter également et que ça puisse susciter l'intérêt de pourquoi là, pourquoi pas en créole, pourquoi pas en français. Et justement, vous posez la question. Donc, voilà, ça veut dire qu'on va chercher ce nom-là bientôt. Welcome. Bon, alors, ce brunch que vous organisez dimanche, il se fait où? C'est au gîte Perle Soleil, au Helleux à Sainte-Anne, entre le relais du Moulin et Garden Délices. C'est un endroit avec piscine, jacuzzi. Le but, c'est que, dans un premier temps, les professionnels de santé puissent se retrouver autour d'un sujet, à savoir la santé mentale et ses enjeux. Donc, il y aura une conférence avec des ateliers et des stands pour que, déjà, que nous, on apporte notre savoir-faire et que chacun puisse poser ses questions. Parce que c'est un sujet assez vaste et tout le monde ne perçoit pas la même chose de la même manière. Donc, on n'est pas là pour orienter, on va parler de ce sujet-là. Tu as un problème, tu as quelque chose que tu souhaites dire en public, tu peux. Ou sinon, aller en privé avec les professionnels qui sont présents ce jour-là pour pouvoir discuter. Alors, puisqu'on veut parler des aidants, j'ai cru comprendre que, quand même, c'est un métier assez nouveau en Guadeloupe, puisque, la vieillesse est assez nouvelle aussi. Mais est-ce qu'au niveau de la formation, les aidants ont ce qu'il faut? Alors, soit il y a des associations qui sont déjà présentes pour aider, les accompagner, pour savoir comment faire. Mais il y a aussi on ne connaît pas, on ne sait pas que ça existe. Donc, il faut que, du coup, le travail de recherche pour savoir auprès de qui se rapprocher. Et c'est assez difficile parce qu'on devient aidant. On ne cherche pas à le devenir. Et la situation se présente dès qu'on le prend sur le moment venu. Et on apprend parce qu'on s'est blessé, on apprend parce qu'il y a ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser pour dire, on est amené à être aidant ou on est amené à voir des gens qui aident leur papa, maman. Donc, comment je peux lui dire, là, attention, prends soin de toi. Si tu dois t'occuper de lui, il faut que tu t'occupes de toi pour pouvoir le mieux aider à soigner. Alors, je vous ai posé la question parce que dans la mesure où c'est un métier nouveau, on a l'impression à un moment que tout le monde pouvait le faire sans formation initiale. Et j'ai eu des cas où il y avait quelquefois, je ne veux pas dire de la maltraitance, mais enfin, des petits problèmes avec les patients. Alors, c'est à savoir le terme métier, je ne dirais pas, parce qu'en fait, il y a vraiment des aides-soignantes
qui sont là. C'est la profession qui est là pour faire la toilette et autres. Il y a la famille qu'on va appeler les aidants, qui ont justement, c'est le relais par rapport aux professionnels qui ne peuvent pas le présenter H24. Et justement, auprès d'eux, qui n'est pas leur métier officiel ou qui sont tombés dedans, ben, il faut qu'ils se rapprochent de gens qui sont habilités pour avoir justement une formation. Qui habilite? Est-ce qu'il y a une certification? Alors, en tant qu'aidant, non, on n'est pas certifié qu'on est aidant. Aidant, c'est le terme, je suis un ami, une famille du proche. Et du coup, voilà, je suis là, c'est moi. Je suis là, ma mère a un problème, je l'aide, on va m'appeler aidant. Mais du coup, il y a des aidants professionnels quand même. Ben, du coup, on va donner un autre terme, justement. C'est pour ça qu'on va parler des soignants d'auxiliaires de vie, de personnes qui, voilà, qui vont rester dormir avec elle. Donc, c'est vraiment des professions à part et chacun, en fonction de sa tâche, aura un nom. Oui. Et l'aidant, en termes généraux, on va dire ben, c'est la famille, l'enfant qui a dû aider ses parents, et voilà. Mais par exemple, les associations Choix et Vivre qui vont dire, ben voilà, vous êtes placé dans ces catégories-là, voici des dépliants, voici comment faire. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup d'associations par commune, mais il suffit de taper les aidants, comment aider sa famille dans le besoin. Et les associations vont défiler et se rapprocher du CCAS également pour pouvoir avoir les associations. Oui. Alors, on a le besoin d'y arriver, c'est le trésorier, bonjour. Oh, merci d'être avec nous. Alors, je disais tout à l'heure à Madame Plaisance que c'est un métier nouveau, le métier d'aidant. Bon, il y a des gens qui le font pour leur famille de façon bénévole, mais il y a des associations qui sont créées maintenant et qui fonctionnent. Et je disais que je posais la question, le problème qui se pose de plus en plus, c'est un problème de la formation de ces gens-là. C'est pas vraiment un métier nouveau parce que, comme vous le dites, c'est dans les mœurs de la culture guadeloupéenne. On s'est toujours occupé de nos parents, de nos grands-parents. Oui. Ça s'est perdu dans la famille. Il y a des gens maintenant qui sont payés pour le faire. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça c'est un peu, je dirais, ouvert. Donc, les gens font leur métier et peut-être même leur passion des fois. Donc, ça permet à la famille justement de souffler un peu par rapport à ça. Oui. Alors, je reviens avec Elodie et avec vous aussi, avec Oumual, sur le rôle de Caribbean Health. Comment vous fonctionnez avec les aidants dans ce secteur hospitalier ou de la santé? Alors, nous, on est vraiment axé sur tout ce qui est sport, santé, bien-être. Donc, plutôt dans, je dirais, la réadaptation de ces personnes dans leur vie sociale, dans leur vie quotidienne, leur permettre justement de repousser les limites de la vieillesse, je dirais. Et ça se passe bien? Oui, bien sûr, bien sûr. On propose de l'activité physique adaptée, on propose tout ce qui est rééducation, on propose aussi tout ce qui est réflexologie plantaire, neurofeedback, vraiment tout ce qui est autour de la santé physique et mentale. Alors, l'association va avoir 1 an. Quel est le bilan que vous faites de cette première année? Cette première année, on a commencé à 3 pour cette association, quand on a créé en décembre. Oui. Aujourd'hui, on est une vingtaine de membres, donc ça veut dire que les gens ont compris un peu la motivation de cette association. Au-delà, comme il disait, au cabinet, avec tous les professionnels qui se sont regroupés pour pouvoir aider sur notre thématique, on est sur les aidants, mais on est aussi sur la population, que ce soit la population vieillissante qui viennent à pied au cabinet pour pouvoir faire leur sport. Et ça permet aussi de retirer cette idée, j'ai mal, je ne peux pas bouger. Non, il y a 2 professionnels de santé, donc on peut bouger. Et aussi, au niveau des professionnels de santé, on entend plus parler que, ben oui, j'ai vu votre flyers tourner, j'ai vu, c'est pas mal de pouvoir nous aider à décompresser également. Donc aussi, ça suscite parce qu'on est passé dans les couloirs de l'hôpital pour pouvoir parler de nous aussi. Parce que souvent, si ce n'est pas un nom, on ne regarde pas trop parce qu'on ne connaît pas la personne. Oui. Mais quand on voit l'enjeu, on se dit, pourquoi pas m'intéresser? Donc c'est pour ça que là, on est content de pouvoir faire autre chose, autrement pour dimanche, de faire un brunch, de pouvoir avoir les enfants, les adultes ensemble. Et que, c'est uniquement pour les aidants quand même. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Si on veut venir, je peux venir. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que vraiment, le but, c'est que on a ciblé des professionnels au départ. Il y a les amis qui sont là, il y a les enfants, les adultes. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Nous, quand on fait les événements, c'est vraiment tout public et qu'on puisse entendre les problématiques et y répondre au mieux à chaque fois qu'on fait un événement. Et notamment celui-là, on l'a fait en journée parce qu'on nous disait, ben oui, les enfants, il faut qu'on puisse les emmener aussi. Est-ce que je peux venir avec ma maman? Ok, mais là, un dimanche, tout le monde, on est sensiblement disponible. C'est en journée, de 11h à 20h. On peut trouver 10 minutes pour venir nous dire bonjour quand même. C'est presque midi. Ah non, mais non.
Non, je rigole. Oui. Bon. Non, mais c'est une bonne chose, en toute façon, de faire ce genre de manifestation pour aider, justement, pour aider ceux qui le méritent et continuer. Un an, je souhaite que vous continuez dans la bonne voie. Merci. Et à aider ceux qui en ont besoin, les personnes âgées, mais aussi les aidants qui ont besoin d'être aidés, parce que, comme vous l'avez dit au début, la charge mentale est lourde quelquefois. Hein. Oui. Quand on doit aider quelqu'un, par exemple, qui a Alzheimer. Oui, c'est quelque chose que chaque matin, il faut se dire, c'est pas la même personne, Ouais. parce que du coup, il faut se représenter, Il il va faut jamais se refaire rappeler avec que l'humeur c'était du hier. jour, Ouais. et il faut savoir qu'on s'est dit, c'est pas de sa faute, mais du coup, tu encaisses Ouais. quand même, soit c'est des ceintures, soit c'est la personne est tout mimi ce jour-là. Ouais. On prend comme ça vient, mais du coup, la personne, elle est là, elle encaisse, donc il faut qu'elle ait sa jaune pour libérer la parole. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, 11h, 11 heures. au Gilles Père Soleil. De toute façon, vous avez choisi un beau petit lieu quand même hein, pour faire Oui, votre villa, manifestation. piscine, jacuzzi, Ouais. détente. Tranquille. Mais dimanche. Oui, comme on dit, ce sera très chill. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas d'être venu. 12h48, on revient à l'actualité. Intelligence et journalisme, intelligence artificielle et journalisme, c'était au campus de Saint-Claude. Et Loïs Lenné était là, on regarde son reportage. Alors, il se trouve que dans le cadre du parcours d'excellence Convention Sciences Po, les étudiants ont un semestre entier dédié à la question des médias. Et il se trouve également que à l'Université des Antilles cette année, la thématique générale choisie, c'est celle de l'intelligence artificielle. Donc, il nous a semblé évident de faire coïncider les rencontres entre cette IA et ce semestre des médias autour de la venue de Amandine Asensio, donc journaliste qui est correspondante au Monde, à l'AFP, pour montrer aux étudiants que les métiers évoluent rapidement, notamment sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, mais qu'il reste cette dimension humaine et ce regard critique qu'a l'humain et qui est nécessaire, je crois, dans leur formation, dans leur poursuite d'études et dans la construction de leurs projets professionnels. Je ne pense pas leur avoir appris grand-chose, mais simplement peut-être faire attention à ce que ça voulait dire la notion de source. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser avoir par une vidéo, essayer d'identifier d'où vient cette vidéo, donc questionner la source, comment est-ce qu'est faite cette vidéo, peut-être apprendre aussi à utiliser l'intelligence artificielle, parce que ça sert à rien de se dire que ça va tous nous détruire si on n'est pas capable de l'utiliser. Peut-être qu'il y a des choses à tirer de l'intelligence artificielle, particulièrement dans la presse. Ça peut aider pour tout ce qui touche à l'investigation, à la recherche dans des archives. Ça peut aussi permettre de compiler des données pour faire du data journalisme. Donc il y a plein d'applications qui sont nécessaires. Ce que je retiens de cette conférence, c'est que l'IA ne peut pas tout remplacer. Il faut qu'on continue malgré tout à rechercher de notre côté pour vérifier les informations qu'on recherche quotidiennement et de faire attention à notre utilisation parce qu'on sait aussi que ça impacte énormément l'environnement par rapport à sa consommation d'eau, les arbres, les minéraux et de réfléchir par nous-mêmes. Surtout, de ne pas perdre cette capacité, cet esprit critique qu'on doit toujours développer et qu'on ne doit pas laisser à l'IA l'apprendre et à l'utiliser contre nous. Je tenais aussi à souligner un peu que c'est pas parce que c'est un outil assez magique et merveilleux qu'il faut pas apprendre à s'en servir et à comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut oublier que l'intelligence artificielle sont des entreprises privées qui pilotent ça et que donc se mettre à tous utiliser des données et donner ses propres données, ça fait beaucoup de fois le mot données, mais à des entreprises privées, peut-être que ça peut poser des questions. 12h52, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Joël Damas, Ingrid Deloire et Marlene Dabrion. À tout de suite, restez avec nous. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à 14h. Nos invités sont là. Dans l'ordre, Madame Dabrion, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandouane. Merci d'être là. Oui, je suis contente d'être là. On va dire que c'est un forfait que vous avez pris avec C'est ça, c'est oui, ça. Bon, on va l'épuiser, le forfait. Bonjour, Madame. Mais vous aussi? Forfait? Mais laissez-moi, j'ai que des forfaitaires aujourd'hui. Vous avez vu, hein?
Merci. À quoi que j'aime ce plateau? Visiblement, bon. Et Joël, je ne dis rien. Ouais, là, tu non, as raconté le nombre de fois. Je ne dis rien. Joël, c'est une habituelle. En tout cas, merci d'être là. Alors, on va faire un petit tour d'abord dans l'actualité au Salon de l'Emploi qui s'est déroulé à Paris. C'est le MEDEF qui est un petit peu inquiet pour les entreprises guadeloupéennes. Il était à ce salon. Maurice, c'est notre correspondant à Paris, était aussi présent. On regarde. Alors, c'est un salon qui existe depuis 2003, avec un pavillon Guadeloupe qui existe, lui, depuis 2017, effectivement. L'idée, elle a émergé vraiment de façon très, très simple, parce qu'on se rend compte, effectivement, qu'il y a énormément de citoyens ultramarins vivant en hexagone qui ont cette volonté, finalement, de rentrer au pays. Donc, du coup, avec quand même cette problématique de ne pas avoir de visibilité sur ce qu'il était possible, parce que beaucoup d'entre eux, nécessairement, ont cette envie de rentrer, mais en ayant la sécurité quand même d'avoir quelque chose en rentrant. Et donc, du coup, l'idée, vraiment, ça a été de leur montrer, justement, de façon concertée, donc avec les pouvoirs publics, avec donc les institutions, avec France Travail, avec le conseil départemental, l'UDE-MEDEF, du coup, qui va venir représenter ses adhérents, de venir montrer aux ultramarins qu'il y a des possibilités, qu'il y a des opportunités qui s'offrent à eux, qui existent en Guadeloupe en tout cas, et il suffit juste de chercher finalement pour pouvoir les trouver. Alors finalement tous les profils sont attendus, tant des jeunes diplômés que des personnes, des travailleurs expérimentés comme on l'a dit un petit peu plus tôt, des personnes, des actifs, des personnes en demande, en recherche d'emploi. Vraiment tous les profils sont attendus sur le salon. Alors comme je l'ai expliqué, il y a un contraste que nous avons observé sur notre territoire. Notre territoire est en plein développement avec un dynamisme qui s'observe à travers un certain nombre de chiffres, un taux de chômage qui reste certes élevé, mais qui est historiquement bas par rapport à ce que nous avons connu habituellement, donc aux alentours de 17%, contre des années où nous avions connu du 25-26%. Malgré donc ces chiffres positifs, il reste quelques tensions sur un certain nombre de secteurs. Et par rapport à ces secteurs, bien évidemment, nous travaillons sur le développement des compétences des demandeurs d'emploi sur le territoire, mais nous n'excluons pas aussi de faire retourner au pays des compétences des ultramarins, singulièrement des Guadeloupéens, qui disposent de ces compétences et qui peuvent donc participer à satisfaire donc ces besoins non couverts pour le moment et donc à contribuer au développement économique de notre territoire. Alors, on a un certain nombre de secteurs effectivement qui sont en tension. Gilles Lima, par exemple, le directeur de la STEP en a parlé, donc notamment sur la maintenance des bus, donc tout ce qui est de la mécanique auto, avec une nouvelle technologie. Il y a également des besoins de domaine maritime. On a observé également des tensions dans le secteur du BTP. On a observé des tensions dans le secteur de hôtellerie-restauration et également donc de la santé et du soin, de l'accompagnement en lien avec le vieillissement de la population dans nos territoires. Voilà, eh bien, on revient à nos invités. On va commencer par la plus ancienne, Madame Dabrillon. Vous avez fait un gire-retour en Guadeloupe. Ouais. C'était un vrai gire-retour. Tous les médias ont parlé de vous, de votre belle livre expérience. Et de votre ouvrage sur le gire, le pitié et les gros gire. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les pitiés ou les gros? Les deux, mon capitaine. Voilà, parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Oui. Les petits, bon, effectivement, ça donne une idée d'un énervement primaire pas gravissime. Et les grands, ça va chercher dans les nanans identitaires, parce que songez gros mots à maman, là, nous voyons tout ça qui a caché derrière. Donc, tu vois, tiens, les deux, mais pas, surtout, il ne faut pas en abuser, hein. Mais ce qu'il y a à retenir de ces deux options-là, ça donne deux idées, face de Janus, de notre société. Oui. Le petit giré, ça peut... Voilà. Mais gros là, c'est révélateur de choses beaucoup plus sérieuses. Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens, puisque vous avez fait au moins 2 ou 3 ou 4 conférences sur quoi vous rencontrez avec le public. Qu'est-ce qui est ressorti de ces conférences avec les rencontres avec le public par rapport à ce livre? Il faut voir... C'est d'abord une très belle expérience de tout. Les conférences, 3 lieux. 3 lieux, 3 publics différents. Oui. Le premier lieu, à Basse-Terre, c'était un public qui était là, mais on sentait qu'il était... Bon, c'est un Basse-Terre. Public très poli. Attends, là, c'est un monde Basse-Terre. Non, mais regardez ça. C'est giré ou quoi, giré, moi? Non, pas giré. Qui était très attentif. Oui. Il y avait une dame Parce qu'on savait quand dit mon avant. Ah, on sent mon bouli qui consiste vraiment... C'est mon bois. Ouais, voilà. Donc...
Là, les gens étaient, mais vraiment, voulaient apprendre des choses par rapport à ce qui se passe. C'était un public très dynamique, mais en même temps très respectueux de ça. À part exceptionnellement, il y avait une dame, elle a dit un certain nombre de mots. Lorsque nous sommes allés à Kinoala, à la résidence, c'était un public plus bouillonnant. Il y avait des universitaires, il y avait tout plein de gens, des gens qui faisaient des ponts avec les problématiques globales de la Guadeloupe. C'était un public questionnant. Il y avait aussi des historiens. Rappelez-vous le gars qui a parlé de son indianité, puis le caractère, comment la question indienne, la question des postes africains et tout ça, c'était des problématiques connexes de cette affaire de Jiré-là. Ensuite, le public du Gosier, c'était un public varié, mais très populaire. C'est-à-dire qu'on venait aux choses concrètes dans le Jiré et tout ça. Et ça rejoignait un petit peu ce que je disais qui était le caractère cathartique du Jiré. Alors ça, par rapport aux lieux. Mais d'autres lieux qui étaient les lieux d'interview, alors là j'étais vraiment étonnée parce que je voyais comment les gens étaient intéressés par ça. Vos confrères. Par exemple, je suis allée à Pavé dans la Mare et tout ça. Je suis allée à RCI, c'est ça? Oui, RCI, Pavé de la Mare. À Guadeloupe la première, je dois faire au moins 3 interviews au moins différentes, déjà depuis la France. Oui, il y a une star du Jiré, alors. Ah non, pas star du Jiré. On a fait ça en paix, Danick. À pas fortement, en cas de débiter. Mais on est très content des vrais. Ça attrapé un écho intéressant. Parce que ça, on est qu'à craindre que le monde ne pas prendre ça au premier degré. Pas ton dictionnaire des Jiré, c'est ça? Pas un dictionnaire. Madame la sociologue, moi, je viens parler des Jiré. Moi, je n'ai pas de travail pour faire, alors. Mais à pas tout le monde qui est content. En vrai, l'an passé, il y avait Guadeloupe la première, la tenue l'émigré là, et puis ils viennent l'émigré. Oui. Ni un monde qui bat ici Facebook, en parlant de nous tous les trois qui là. Tandis qu'il n'y a à faire en matière d'éducation en Guadeloupe, c'est ça vient parler parole inutile. Oui. Voilà. Donc, ça n'a pas invité ou pas fait l'unanimité. Hein. Voilà. Adam rien. Mais ça, il était qu'à faire un plus plaisir là, c'est que côté instructif là, côté révélation qui derrière, les gens comprennent ça et ça va faire un plaisir. Donc, on te dit au moins modérément, puis ce sont gros thèmes et tout ça, voilà. Donc, là, on fait un deuxième tome. On fait un deuxième tome, là. Mais c'est vous-même qui dites ça. On fait une interview, là, on dit, mais c'est deuxième tome, là. C'est ça qu'on s'en mais c'est eux qui bandent l'idée, là, compris. Voilà. C'est eux qui bandent l'idée, là. Donc, à part à présent, mais là, qui est plus loin, ce sont problématiques. Où ça, on voit bien, lancer ça. Quand d'autres monde a dit, et un confrère dit ça aussi, l'ancien, il dit que c'est un sujet qu'il faut reprendre à l'université, il faut développer. Tout à fait. Donc, nous, on l'a bien pour dire ça. Ouais. Et puis, public aussi, qui partait pour un côté, voit moun qui a la parole, nous, le monde, ah, moi, j'ai un restaurant, madame. Voilà ça. Ah, madame, c'est où qui fait ça? Donc, ni des monde rencontrés comme ça qui vraiment en émission et tout. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui a eu un écho, qui a un écho favorable dans notre population. Mais on ne peut pas ciser si ça encore fait, pas parce que ça a tenu un écho. On ne peut pas même dire écho favorable, on peut dire tenu un écho. Mais on peut m'en acheter quand même. Il m'en a acheté. Donc, madame, pas 4 livres. Ah bon? Oui. Mais éditeur-là, il doit être vendu. 4 livres, ça fait plus qu'un kilo. 4 livres? Éditeur-là, il fait beurre. Ah, pas 4 livres, 4 livres. Oui, mais Danick, vous savez, non, éditeur qui a publié, ou à contre-éditeur. S'il pas vrai la possibilité de faire l'agence, il peut publier. Absolument. Mais le problème là, moi, pas pour l'argent là, on peut vivre une riche comme ça. Après, on best-seller, on pas qu'à écrire roman, on qu'à écrire ni qui essaie. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'on peut laisser un petit trace pour mon après. C'est ça qui est intéressant, moi, dans l'écrire, moi. Bon, donc nous allons attendre la suite. Oui, Restons la ravine. Quelle suite? Oui. Vous savez bien. Il faut bailler non, j'irai derrière pour commander. Ah, mais on a juste trouvé non là. On a trouvé non là. Mais on même qu'à vrai, sur lui, quoi, vrai bien qu'il y ait d'autres buts encore pédis. Mais thème là, t'es trop gros, peut pas qui bombarder mon là, et fait toute qualité, non, analyse. Non, faut bailler pas dose homéopathique.
Donc voilà. C'est Donc l'infirmière première qui parle. dose. Bien. C'est l'infirmière qui parle. Merci de venir. Oui, à très bientôt. À très bientôt, M. Sandronis. Merci beaucoup. On reste dans le domaine de la littérature avec notre ami Joël. On fait son générique, c'est prêt? Vas-y, balancez. Joël, merci d'être là et chaque fois avec une nouveauté. Chaque fois avec une nouveauté, et une nouveauté pas nouvelle pour toi, puisque tu as déjà reçu cet invité, Oui, mais dans oui. un autre cadre. Oui. Et donc j'aime bien dire que je reçois des femmes, des fois multipotentielles, parce que si on prend l'exemple de Cindy Howald, qui à la base est peintre, et est revenue sur le plateau dans ma chronique pour l'écriture, j'ai envie de dire, ouais, qu'un fait à faire. Elle avait envie d'écrire. Elle avait envie d'écrire, et Ingrid, c'est une rencontre de cette année. On a l'impression qu'on se connaît depuis des années. C'est l'impression qu'on a vraiment. On s'est rencontrés dans un atelier, et c'est vrai que quand je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon cahier, j'ai écrit son prénom. Carrément. Je me suis dit, je vais la rencontrer de nouveau dans un autre cadre, et c'est ce qui s'est passé. On s'est revus encore. Voilà, dans le cadre d'une retraite, on a fait une retraite, apprendre à nous connaître, etc. Et pareil, voilà, la connexion était là. Donc, on a parlé de son envie d'écrire, et je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite. Tu m'as quand même donné l'envie d'écrire. Voilà. Juste au cours d'une conversation, quand Oui, même. Hein. non, c'est vrai. C'était un échange complètement informel et là, a émergé le fait qu'il faille Donc, que en j'écrive. gros, on a envie d'écrire, il faut qu'on voit Joël. Absolument. Absolument. D'ailleurs, elle a de très beaux ateliers pour ça. Donc, oui, absolument. Et donc voilà, aujourd'hui, on la reçoit pour son livre qui est né, pas encore sorti en papier, mais né déjà, écrit, que j'ai commencé à lire. Ah, t'as commencé à Et lire. oui, et elle va en parler. N'est-ce pas? Voilà, je fais partie des relectrices, donc du coup, voilà. Et je vais clairement la laisser s'exprimer dessus parce qu'elle touche à un sujet qui est très tabou et sensible. Oui. Et la façon dont elle l'aborde, n'est pas commune. On ne voit pas des façons d'aborder comme ça tous les jours. Et j'avoue qu'il faut avoir un petit peu le cœur solide quand même. Hein. C'est clair que c'est un livre qui n'est pas pour tout public. Ça, c'est une certitude. Quoi, c'est un livre quoi pour les enfants? Il traite quand même du viol. Ah, du viol, d'accord. Donc, de 10 ans quand même. Je n'ai pas envie de l'interdire au moins de 10 ans, mais c'est vrai que de la manière dont j'ai choisi de l'écrire... Oui. Puisque j'ai fait le choix de faire parler le violeur. J'ai fait le choix de faire parler le violeur et donc ça peut être difficile à lire. Donc je sais que c'est un livre qui n'est absolument pas pour tout public. C'est en 4 séquences. Le violeur, la victime, le compagnon et la compagne, en fait. 4 séquences, 2 parties, vraiment pour parler du viol en lui-même, le sentiment qu'on a quand on est violé, parce qu'en fait c'est une écriture en je pour le violeur, je pour la victime, et donc vraiment ce sont des pensées profondes qui émanent de ce livre. Alors quelqu'un qui en fait une violée ou un violeur qui lit ce livre, qu'est-ce qu'on peut attendre comme interaction? Alors j'ai envie de dire que le violeur, en lisant ce livre, peut-être aura conscience que ce qu'il est en train de faire n'a pas lieu d'être. J'ai vraiment envie que ce livre soit... Le violeur, complètement. Oui. Complètement. C'est peut-être pour ça que c'est vraiment pas simple à lire, parce qu'il se confie profondément. Alors ça a été une recherche, parce que je ne me suis pas restée que sur mon violeur, bien entendu. Je suis infirmière en santé mentale, donc j'ai été confrontée à ce type de personnes, des personnes qui violent et des personnes qui ont été violées. Et donc j'ai fait des interviews de plusieurs violeurs pour pouvoir comprendre la manière dont ils fonctionnent, comment ça se passe dans leur tête. Et j'ai essayé... Comment ça se passe? Waouh, vous allez lire le livre? Non, mais je demande... Non, mais parce que comme vous avez vu plusieurs, automatiquement, est-ce qu'il y a des points communs ou alors, il y a des... Alors, le point commun, c'est que la personne qui est en face, ils sont persuadés qu'elle voulait, en fait. Ah.
que c'était clair, que c'était son choix. Mais je ne comprends pas de quoi on m'accuse. Le violeur ne pense pas qu'il a violé. Ah non, mais complètement. Ouais. Mais complètement. C'est grave, ça. Et j'ai envie de dire, même après, c'est-à-dire que les personnes que je prenais en charge, soignées, conscientes d'avoir violé, n'avaient pas forcément encore dans leur cerveau la conscience qu'ils ont violé. J'ai commis une erreur, mais c'était très souvent ce que j'entendais. J'ai commis une erreur, mais il y a toujours ce mais qui revient. Il y avait quand même des choses, mais comment maintenant je peux différencier? C'est compliqué. Ouais, il a violé, comment elle ressent en gros. Alors, la violée. Alors, la violée a eu beaucoup de difficultés à écrire ce livre, n'est-ce pas? Parce que c'était comme revivre le viol. Mais ça a été pour moi une vraie thérapie. Vraiment. L'écriture, c'est une thérapie. C'était poser des mots. Alors, j'aime pas cette phrase, poser des mots sur des mots, mais n'empêche que c'était poser des mots sur mon viol, d'une manière très claire. Et de pouvoir l'exposer comme ça, c'était me mettre à nu. Parce qu'en écrivant, je me rappelle de scènes vraiment particulières et j'ai même eu l'occasion de ressentir les odeurs. C'était très sensoriel, en fait. Okay. Donc ça a été compliqué à écrire, même pour moi. Mais en tout cas, je me relève de ça et avec l'envie de partager ce livre et qu'il permette à d'autres de se rendre compte que le viol, parce que le livre s'appelle « Le viol n'est pas la fin », n'est-ce pas? Et que le viol n'est vraiment pas la fin. Voilà. D'accord. J'ai entendu. Non, parce que comme cette dame, elle a été aussi dans la santé mentale, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Ben oui, moi, je formais les infirmiers, et je forme encore. Je viens pour faire des analyses de pratique dans l'hôpital. Si vous êtes à Saint-Claude, je ne sais pas où vous êtes. Très bien. Voilà. Mais c'est une problématique spécifique. J'ai parlé là de l'injurié et de l'injurieur. Le violé et le violeur, c'est aussi une affaire à deux. C'est comment la personne reçoit, Mais moi, j'ai eu l'occasion de prendre en charge des personnes violées. Mais interroger un violeur, rentrer dans la confidence d'un violeur, on se demande, est-ce que c'est un langage construit ou est-ce que c'est un langage profond? Parce qu'en psychanalyse ou en analyse, un psychologue arrive à faire parler, mais par bribes. Hein? Voilà. Donc, le premier langage de la personne qui viole a une structuration, ça peut avoir un sens. Mais pour bien comprendre ce qu'il a envie de dire, il faudrait juxtaposer, il faudrait approfondir, décortiquer, en plus revoir dans d'autres circonstances, parce que sa parole, c'est une parole complexe et compliquée. Mais ce sont des affaires graves. Alors, mais qu'une violée ait la force de parler de ça, c'est extrêmement rare. Et en plus qu'une personne violée ait envie d'écrire, voilà, c'est extrêmement rare. Et si une personne fait ça, on peut lui dire merci pour ce qu'elle apporte dans les thérapies à venir. Et voilà. Merci infiniment. Et je vais rebondir justement sur le fait d'avoir le courage de le faire. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'à un moment, quand tu as écrit, tu as eu peur en fait du jugement des autres? Alors je prends mon exemple, mon livre ne concerne pas le viol, mais il concerne mon histoire. Et on est dans une phase au départ où on se dit mais est-ce que j'écris ça, puisque quelque part quand on écrit sur soi, on n'est pas seul concerné en fait. Et on se dit mais si j'écris ça, un tel sera fâché, un tel. Et j'ai eu face à des lecteurs qui étaient ouverts à ce que j'écris, qui ne me connaissaient pas, mais au sein de ma famille par exemple, il y a des personnes qui n'avaient pas tous les détails et qui ont été entre guillemets blessées parce qu'elles n'étaient pas au courant et qu'elles n'ont pas pu m'aider en fait. Et voilà, donc est-ce que dans ce processus d'écriture, tu as eu ce truc où je vais pas écrire ça parce que ça va peut-être trop piquer ou parce que c'est trop fort ou Alors c'est vraiment une excellente question parce que moi ma problématique c'est que j'ai été violée il y a 20 ans, je m'en souviens que depuis 15 ans. D'accord? J'ai pris 5 ans pour écrire ce livre. Je n'en ai parlé à personne et à aucun membre de ma famille. J'ai fait le choix que parmi mes relectrices, ma sœur y soit.
Wow. Alors, est-ce que je me suis posé la question à savoir quel est le regard qui allait être posé sur moi? Non. Mais par contre, la question qui revenait très souvent, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir écrire ce livre? Est-ce que je vais pouvoir écrire ce livre d'une certaine manière pour que justement ma petite sœur puisse le lire avec un recul suffisant et qu'elle prenne ça juste pour, en lisant ce livre, et qu'elle se dise « Waouh, ma sœur est sortie de ça ». Et c'était... je ne sais pas pourquoi je suis sur le coup de l'émotion comme ça, c'est un peu particulier, une sensation étrange. C'était ça ma plus grosse difficulté, savoir vraiment si j'arriverais à l'écrire. Et comme je te dis, ça a pris 5 ans. 5 ans pour l'écrire. 5 ans où j'ai dû construire l'histoire tout en me basant sur les faits. Et quand on se souvient comme ça de 15 ans oubliés, je peux vous assurer que le souvenir vous éclate à la figure et vous passez d'une personne qui va très bien à une personne, tiens, ah oui, j'ai été violée. Et ça, ce sentiment de victime, alors moi qui suis complètement rebelle par rapport à ça, je me suis dit, mais il n'est pas question que je sois une victime. Je ne voulais pas que mon bourreau revive, et je ne voulais pas qu'il existe en fait. Je ne voulais pas qu'il existe une seconde fois. Et donc voilà, donc ma question première a été, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir l'écrire? Mais maintenant que vous y êtes arrivé, vous suivez encore des patients en psychiatrie? Toujours. Et alors, est-ce que vous vous êtes posé la question du regard qu'ils pourront avoir sur la thérapeute par rapport aux connaissances de ça? Est-ce que ça vous a effleuré ou que vous n'avez pas pensé? Alors, je ne l'ai pas du tout. Franchement, je ne l'ai pas vu comme ça parce que je suis amenée à rencontrer des personnes violées, des personnes qui violent, sur des thérapies longues. Et en fait, le fait que j'ai été dans cette position de personne violée, ça m'a donné une possibilité de comprendre et d'aider l'autre à vraiment casser le schéma. Parce qu'on rentre, comme vous disiez tout à l'heure, hein, le violeur a un schéma, mais la violée, alors il ne faut pas dire la violée, parce que la personne violée, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs hommes qui sont venus vers moi et qui se sont confiés en fait à moi sur leur viol. Et ça, je me dis, waouh, ça veut dire que j'ai fait quelque chose là qui, à mon sens, va vraiment apporter quelque chose à ce type de public. Et vous n'avez pas eu besoin de modérateur pour vous aider à prendre un petit peu de distance et à vous aider vous-même en écrivant? Le temps. Le temps. Le temps a été mon modérateur. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai pu écrire ce livre-là. Alors, pas du tout en toute sérénité, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il fallait que je me donne le temps. Que je ne me mette pas trop cette pression de l'écriture. Et j'ai écrit la première phrase il y a 5 ans. Je l'ai terminée là, juste avant le début d'octobre. Et vous avez déjà un éditeur? Non, je suis en auto-édition. Je suis en auto-édition, mais je pense effectivement que ça pourrait être intéressant que j'aille... Une expérience comme ça? J'y pense très fortement. D'ailleurs, il faut que j'en parle aussi à Joël, n'est-ce pas? Ou à vous, tant qu'à faire. Moi, c'est dommage, parce que je m'en vais, là, je vis en France. D'accord. Voilà, mais je reviens pour des formations au mois de janvier. Peut-être qu'on va se voir. Avec plaisir. Déjà, votre livre, je vais l'acheter. Et j'ai encore un autre qui va vous intéresser davantage. Quel est le livre? Folie douce et fou enragé, une anthropologie créole. Magnifique. Magnifique. Je conseille celui-là, bon, pour les tigirés, etc. Mais le livre Folie douce et folie enragée, il est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. D'ailleurs, c'est par ce livre-là, je le dis souvent, que j'ai connu Madame Dabrion.
Et après, on s'est mis... on a été en contact. Oui, voilà. Oui, en direct. Mais tout se fait, le ZCL, c'est le lieu du lionnage, tu le sais bien. Et régulièrement, les gens qui viennent ici se découvrent. En tout cas, tu as d'autres questions? Alors, des actualités, parce que autant mon actualité que la sienne aussi, finalement, puisqu'on est toutes les deux sur un concept de causerie, où on reçoit des adolescents, et on est aussi sur un concept de causerie de couple. Donc, la prochaine causerie de couple... Le 27 Le 27 on s'est arrêté sur la date. On s'est arrêté sur la date, enfin, où on reçoit des couples sur des problématiques, où ils se rejoignent dans un moment très cosy, où on a vraiment des moments d'écriture avec moi, des moments d'analyse, de rire, de bonne humeur. Et c'est vrai que nos couples nous en remercient tous les jours. On a même des couples qui signent pour s'inscrire et garder la causerie que pour eux, pour qu'on puisse les suivre. Donc, j'invite vraiment les couples qui ont envie d'avancer sur des problématiques ou autres clairement, à nous rejoindre le 27 novembre. Et pareil, le lieu est communiqué à l'inscription. Et on peut... Oui, ça reste... Enfin, je dis, tu dis jamais le lieu d'avance. Le lieu, ça dépend des lieux, mais il y a des lieux qu'on ne diffuse pas parce que c'est pas... On a envie de garder un peu le côté un peu cosy. Et puis, ça peut être aussi chez un particulier. Donc, en tout cas, c'est le 27, hein? C'est le 27 novembre. Et le livre, votre livre sort quand? Le 16 décembre, très précisément. Le 16 décembre. Le 16 décembre. Bon. Il faudra qu'elle vienne le représenter comme tout le monde. Oui, ça sera un forfait. Alors là, non. J'ai rien dit. On va signer. Bon. Il s'appelle comment? Rappelez-moi le titre. Le viol n'est pas la fin. Le viol n'est pas la fin. Bon, c'est le début alors. En tout cas, c'est le début d'une vie nouvelle. Mais j'ai envie de dire, mais c'est pas une vie nouvelle, c'est une vie qui continue, mais avec d'autres perspectives. Mais cette écriture a été une écriture douloureuse ou au contraire thérapeutique? Douloureuse et thérapeutique. Ah, les deux à la fois? Tout à fait. Bon, ok. Bien, c'est noté. C'est un traumatisme. Oui, en général, c'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme qui est épuisé maintenant ou bien il y a encore des séquelles? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question, parce qu'un traumatisme, à mon sens, il est là, en fait. Il est durable. Oui, il est durable. Non, c'est pas qu'il soit durable, c'est qu'un trauma, on l'a vécu. Oui. Ça fait partie de notre histoire, d'une partie de notre histoire. On l'a vécu. Mais est-ce qu'il fait notre histoire? Non. Non. Mais il est là. Bien, on a noté. À bientôt. J'ai mis une ambiance de fou sur ce plateau. Mais c'est ça cette émission. Hein. C'est une émission un petit peu particulière, toujours avec des gens particuliers. Et un journaliste particulier, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas. Mais c'est moi qui le dis, parce que tu ne peux pas toi-même de t'auto-congratuler. Non, ça, j'évite ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci, comme d'habitude, de tes découvertes. Chaque fois. Je ne les compte plus. Il faudra qu'on fasse un jour de tes découvertes. De mes découvertes, on va faire bien un jour de réunir tous les gens qui sont venus. Mais moi, j'aimerais bien ça, recevoir du coup tous les gens qui sont venus, parce qu'il y a eu de bonnes choses, des ouvrages que j'ai lus, des gens que j'ai découverts, et bien sûr, on attendra la fin. Bon, le viol n'est pas la fin. Et j'invite aussi ce soir, mon atelier d'écriture, c'est ce soir, parce qu'il y en a eu le mois dernier. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir. Pleine lune de ce soir. Tu n'as pas surveillé le calendrier, je t'avais de regarder. Pleine lune. Donc voilà, et l'atelier, c'est donc ce soir, la première édition a eu. C'était vraiment extraordinaire. J'ai eu autant de personnes qui avaient l'habitude d'écrire que des personnes qui m'ont dit j'aime pas écrire et que j'ai dû arrêter. Oui. Parce que ça partait, donc j'invite vraiment. Pendant que je suis là, on fait revenir Julie un de ces jours, c'est ça? Eh bien oui, mais on fait revenir, je t'ai dit, on va faire revenir tout le monde. Hein. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, merci. 13h26, Madame Dabuillon, à bientôt. À très bientôt. Bonne écriture. Merci beaucoup. On attend la suite. Ah oui, la suite est autre chose encore. J'ai deux livres qui vont sortir, vous savez. Faut pas arrêter, de toute manière. C'est ma vie. Oui, bien sûr. Et Madame Doulois, à bientôt aussi. À bientôt. Bien. Et je te dis pas à bientôt, parce qu'on sont habitués. J'ai ma attente dans le parking. Oui, bon, mais d'accord, c'est fait. Voilà, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure.
Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage de Guadeloupe, le Memorial Act enrichit la mémoire collective à travers le récit de l'histoire des Caraïbes et des Amériques. Vous y vivrez une expérience bouleversante, enthousiasmante, enrichissante, avec des histoires de femmes et d'hommes qui ont créé une culture où le vivre ensemble est un cœur battant. Le Memorial Act, votre rendez-vous avec l'histoire. Exactement 13h30, notre dernière chroniqueuse Ivan, bonjour, ça te dit? Bonjour Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler toujours de management du handicap, mais spécifiquement, je vais donner 5 bonnes pratiques pour manager les personnes en situation de handicap. Surtout dans un instant, on fait un tour sur l'actualité. On a déjà parlé du forum de la CCI sur la prévention pour aider les entreprises en difficulté. C'était un reportage de Solène Fèvre. Après, on a fait un petit tour à Saint-Claude pour le journalisme et intelligence artificielle. C'était sur le campus. Ce sont des jeunes qui ont initié cette conférence. Le MEDEF était au Salon de l'Emploi à Paris. Et là, on va avec le préfet, le nouveau préfet, en visite à la banque alimentaire, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en précarité. Et cette banque alimentaire sert justement à aider ces personnes qui ont quelquefois rien à se mettre sous la dent. C'est bien le cas de le dire. Reportage Maxime Morel, c'est parti. Je suis venu visiter la Banque alimentaire de Guadeloupe pour voir comment cette partenaire qui est essentiel dans la mise en place des politiques de cohésion sociale fonctionne ici dans ce territoire. Vous savez que la Banque alimentaire, c'est le cœur du dispositif de l'aide alimentaire. C'est elle qui collecte, qui achète, qui bénéficie de subventions pour pouvoir acheter des produits alimentaires qui après sont redistribués à des associations partenaires qui elles-mêmes distribuent des colis auprès des personnes les plus fragiles. Nous avons financé un achat d'un camion pour apporter l'aide au plus près de la population et puis une convention avec le lycée agricole pour que les jeunes du lycée agricole, dans leur cursus de formation de maraîchage, produisent des légumes sur l'exploitation du lycée agricole et puissent les vendre à la banque alimentaire qui permettra de redistribuer des produits frais, des produits guadeloupéens aux Guadeloupéens. On va dédier une partie de la production maraîchère, notamment aussi production tubercules, camargnoc, iliam, patates douces, quelques légumes aussi. On va dédier chaque année une partie de cette production qu'on va revendre à des prix préférentiels à la banque alimentaire. Il nous a paru très important d'aller vraiment plus loin et d'avoir une perspective à long terme avec le lycée agricole qui a une politique de mise en culture. Et cette convention consiste à faire en sorte que le lycée agricole mette en culture des produits pour le compte de la banque alimentaire que nous allons acheter à un prix raisonnable et que nous allons pouvoir redistribuer à la fois au CCAS et aux épiceries pour compléter les paniers que nous faisons pour les bénéficiaires. Voilà. C'était sûr que cette visite à la banque alimentaire de la Guadeloupe est régulièrement... on fait des appels à sortir de certains supermarchés. Si vous avez la possibilité de passer mon antifosse, ben, pas hésiter. Et en parlant de ça, ni aussi on faut s'avouer pour mon Jamaïque, pour mon Cuba, pour mon Haïti, puisque je sais qu'il y a un bon coup de gaz avec dernier cyclone là. Et il y a une cagnotte qui circule faite par le CERICA, le CORICA, pardon. Si vous avez de l'argent, ben, il y a un lien. Vous donnez ce que vous voulez. Même si c'est 5 € bail, ils bon. Même si c'est 1 € bail, c'est toujours 1 € yo que point. Bien, alors, nous allons parler de, bien sûr, du handicap, du management du handicap, et on a une spécialiste avec nous, comme chaque semaine. Alors, comment on aborde le sujet aujourd'hui? Manager un salarié en situation de handicap, il y a 5 bonnes pratiques, c'est ça? 5 bonnes pratiques simples. Mais juste avant, la coutume, j'ai envie de parler mercredi 29 octobre, oui. C'était la journée mondiale des accidents vasculo-cérébrales, les AVC. Il faut savoir que ça remonte les âges, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes jeunes, les personnes qui subissent un AVC sont de plus en plus jeunes. Et il faut savoir aussi qu'en fonction des conséquences, la personne peut aussi être reconnue en situation de handicap dans ce cas. Voilà.
Donc, tu vas parler d'un sujet qui touche les entreprises, quelle que soit leur taille. Exactement. Comment manager un salarié en situation de handicap? C'est ça la question. Tout à fait. Alors, un petit rappel. Pourquoi on parle de ça? Parce que encore aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé encore que l'ensemble de la population au chômage. Et en Guadeloupe, le taux d'emploi direct reste bien en deçà de l'obligation des 6%. Oui. Donc ça montre qu'il y a encore de réel potentiel, tiens, je vais parler comme ça, d'action pour l'entreprise. Il y a encore de quoi faire. Et n'hésitez pas, je m'adresse aux managers, aux entreprises, aux encadrants. Vous avez des acteurs locaux comme Cap Emploi, la GFIP et le FIP-HFP qui interviennent déjà pour sécuriser les parcours. Donc, n'hésitez pas à les solliciter quand vous avez des situations. On va voir tout à l'heure justement un exemple de situation, enfin un exemple de cas où vous pouvez solliciter ces organismes. Donc en effet, beaucoup de managers ont peur de mal faire. Comment on dit ça? Soit de ne pas trouver les bons mots ou au contraire, finalement rester dans une situation sans essayer de comprendre ce qui se passe. Et justement, donc, dans les 5 actions, il y a, je vais les citer avant de les développer, donc oser parler, adapter le poste intelligemment, je me permets de dire ça comme ça, donner un cadre, c'est-à-dire clarifier les rôles et les attentes. De façon générale, le handicap est censé rassembler plutôt qu'autre chose. Donc, il est important de cultiver la cohésion d'équipe. Et enfin, ne pas rester seul, comme je le disais tout à l'heure, se former et s'appuyer sur les ressources internes, déjà, on va voir tout à l'heure, mais aussi externes. Donc, oser le dialogue. Oui, alors, dialogue avec la personne en situation de handicap, ne pas la laisser dans un coin, comme on dit. Voilà, c'est ça. Vous remarquez qu'il y a un problème, il y a un blocage, il y a des attentes qui ne sont pas, enfin des objectifs qui ne sont pas remplis, etc. Un simple échange peut tout changer. Il ne s'agit pas de parler du handicap médical. Ça, c'est pas, la personne n'est pas tenue de parler de son handicap. En revanche, parler du besoin professionnel. Et c'est dire à la personne de quoi tu as besoin pour travailler confortablement et efficacement. D'accord. C'est ça. Et donc, cette phrase, si elle est dite sincèrement, je pense, ouvre la porte à la confiance. D'accord ? Elle montre, en fait, aux collaborateurs qu'on s'intéresse à sa réussite au travail et à ce qu'il peut apporter en fait à l'entreprise. Et pas forcément, on ne reste pas sur la différence, sur la problématique, sur le handicap, mais sur le besoin. Donc, c'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien, dans le dialogue à établir entre la personne en situation de handicap et le responsable de l'entreprise, il faut éviter d'aller sur le côté pathologique, en fait. Exact. Il faut rester sur la dimension professionnelle. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Comment je peux t'aider, mais professionnellement? Qu'est-ce que je peux faire pour te faciliter, pour améliorer tes conditions, pour que tu sois plus efficace, mais en même temps épanoui. Voilà, c'est ça. Alors justement... Mais il y a un autre souci. Alors ça, c'est le manager qui parle avec la personne en situation de handicap, mais tu as un autre niveau, c'est l'équipe. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On va en parler effectivement tout à l'heure. J'ai parlé de cohésion d'équipe. La deuxième action, c'est adapter simplement. Je vais commencer justement par la question de l'équipe. Il faut adapter équitablement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'adaptation... comment dire? Il ne faut pas chercher l'efficacité
faut chercher l'efficacité, sans surcharger le collectif. D'accord. Voilà, faut pas qu'on se retrouve finalement dans une autre forme de discrimination où on se dit, mais tiens, ok, je comprends que l'autre est en situation de handicap, mais c'est pas une raison pour me surcharger comme ça. Donc, faut rester équitable. Donc, ça veut dire qu'il faut à tout moment que la personne en situation de handicap ne se sente pas diminuée parce qu'on dit, bon, combien de pays ça fait, il y a qu'à faire bail. Oui, c'est ça. C'est ça. Il ne s'agit pas effectivement de faire pour, mais de faire avec. Voilà. Dans 8 cas, pour revenir sur l'adaptation, dans 8 cas sur 10, là, justement, c'est assez léger. Faut pas... Enfin, je comprends qu'ils vivent ça comme une contrainte, mais les aménagements, dans un premier temps, c'est assez léger. C'est facilement... c'est facile à mettre en place. C'est quoi? Un bureau mieux positionné. Qu'est-ce que ça demande? Pas grand-chose. Un éclairage adapté. Un casque anti-bruit, dans certains cas. Moduler l'horaire, tout simplement. Et peut-être acquérir des outils spécifiques. Bien entendu, et aussi reformater les réunions. Pas trop long. Bien structuré, que ça soit clair. Bien entendu, il y a ces actions-là, il y a ces adaptations-là, et quand on monte de niveau, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau du coût, que ce soit au niveau de la technicité, de l'adaptation, à ce moment-là, encore une fois, vous avez la GFIP et le FIPHFP qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous accompagner, et ça se passe très bien jusqu'ici. Donc, ne pas hésiter, dès que ça vous dépasse, en fait, j'ai envie de dire, vous avez des ressources. Excusez-moi. Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est la question. Oui, c'est ça. Donc, micro-adaptation, ça montre que l'entreprise déjà se soucie réellement de l'équité dont je parlais tout à l'heure et des conditions de réussite. Donc voilà. Mais alors, tu disais que le manager n'est pas seul d'une manière générale dans l'entreprise. Oui. Le manager a... Déjà, il peut se faire former. Il peut se former au handicap, ça existe. Il y a des formations pour ça. Et puis, au niveau interne, le manager peut s'appuyer sur le service RH, sur les référents handicap. Alors, un petit rappel, j'en avais parlé dans les premières chroniques, à partir de 250 salariés, l'entreprise, c'est une obligation de nommer un référent handicap. En dessous de cet effectif-là, ils peuvent aussi nommer, ils n'ont pas l'obligation, mais c'est clairement suggéré. D'autant plus qu'il y a la possibilité d'externaliser cette fonction-là. C'est-à-dire pour le moment, je suis la seule en Guadeloupe, mais je pense que ça va se développer. Il y a des référents handicap indépendants et qui peuvent intervenir spécifiquement et ponctuellement sur sur toute la politique en fait de handicap de l'entreprise. Ça signifie que quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a des situations de handicap qui te voit en ce moment, peut te contacter. Par exemple. Oui. Voilà, qui recherche un référent handicap, mais qui n'a pas forcément... parce qu'il faut savoir que quand le référent handicap est nommé au sein de l'entreprise, quand c'est une personne au sein de l'entreprise, on rajoute ça à ses fonctions. C'est pas quelque chose que la personne fait à 100%. C'est peut-être grand maximum 10% de ses fonctions. Donc, c'est encore surchargé. Je parlais d'équité. C'est encore surchargé quelqu'un parce que soit surcharger quelqu'un, soit un peu négliger cette fonction-là. Donc oui, c'est possible de me contacter. Alors là, j'ai parlé de cultiver... Alors, j'ai parlé des ressources, différentes ressources. J'avais dit RH, référent handicap, mais aussi ergonome, et puis médecin du travail, la médecine du travail aussi. Si vous butez sur une solution d'adaptation ou bien, voilà,
en fonction, parce que vous n'avez pas le droit de questionner sur le handicap même médical, vous pouvez voir avec le médecin du travail qui peut préconiser, qui peut porter des premières préconisations. Et si maintenant c'est un peu plus compliqué, à ce moment-là, faut une visite médicale, etc. Il y a une petite procédure qui n'est pas très compliquée et qui est faite pour ça. Alors, il faut quand même, avant de conclure, de rappeler les 5 gestes simples. Alors, juste avant, il y a un geste qu'on n'a pas vu, on en a vu 4, et je l'ai évoqué rapidement, effectivement, la cohésion d'équipe, il est important. Déjà, le manager, lui, il a un rôle essentiel, c'est faire en sorte que chacun se sente concerné. Voilà. Faire en sorte que chacun se sente concerné, soit par une sensibilisation. Alors, concerné, ça ne veut pas dire curieux, mais qu'il y ait une transparence. En tout cas, voilà, on va procéder à des adaptations qui ne se rendent pas compte en arrivant au travail, ça c'est pénible, qui ne se rendent pas compte en arrivant au travail que, eh bien, il y a eu du changement, on a bougé les bureaux, on l'a mis près des toilettes alors qu'elle était... Bon, la communication ici, j'ai remarqué, est assez parfois défaillante. Donc, vraiment être transparent avec l'équipe, faire peut-être lors d'une réunion qui était déjà prévue, mettre un petit volet sur tiens, voilà, prochainement, on va accueillir une personne qui est... Par rapport à cette personne-là, il faudra mettre en place des aménagements. Je compte sur vous pour collaborer. Voilà. Donc, des rappels simples sur les valeurs d'inclusion. J'ai parlé de sensibilisation, une communication claire et surtout la valorisation des compétences. Pas appuyer sur chaque compétence. D'ailleurs, c'est profitable à tous les collaborateurs. Voilà, sur le potentiel de la personne. On peut, par exemple, aborder le sujet lors d'une réunion, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, pour récapituler, 5 actions simples, autant pour moi. Oser le dialogue, adapter sans compliquer, clarifier les attentes, fédérer l'équipe et s'appuyer sur les ressources. Alors, bien entendu, il y a d'autres approches plus poussées, comme pour, par exemple, renforcer la posture du manager. On a dit le coaching management, le management du handicap pour ça. Pour sécuriser les premiers mois de collaboration également. Là, on fait appel au job coaching. Pour prévenir les situations à risque. Coaching, médiation. Et pour créer une culture inclusive durable. Et à ce moment-là, c'est de la sensibilisation. Voilà. OK. Bon, donc la prochaine chronique. La prochaine, justement. La prochaine chronique, alors justement, il y a des cartésiens, j'imagine, qui nous regardent. Oui. Donc, ils veulent des preuves. Eh bien, je propose à la prochaine chronique inclusion et performance, comment mesurer l'impact. On va voir comment voir le bénéfice des actions en question. Voilà. OK, merci Sadji. Il est pratiquement 13h52. On rappelle que depuis le début, on a reçu Elodie Plaisance et Romuald Mugerin pour un brunch. Ce sont les fondateurs de l'association Caribbean Health et qui ont décidé de faire un brunch pour les paramédicaux. C'est ce dimanche, le 9 novembre. On a reçu ensuite Joël Damas, notre chroniqueuse du mercredi, pour en vie d'écriture. Elle a reçu Madame Ingrid Doloire, qui sort un ouvrage sur une agression sexuelle particulière, un viol. Et elle a écrit, elle a dit, elle a pris 5 ans pour écrire cet ouvrage. Et cet ouvrage va être disponible à partir du 16 décembre. Ensuite, Madame Marlene Dabrion, qu'on avait déjà reçue avant, elle est venue faire un petit bilan de son Giretou, comme je le dis, puisqu'elle a présenté cet ouvrage 3 endroits différents en Guadeloupe. Et elle leur racontait que chaque endroit, c'était un public différent. C'était une approche différente et je crois même que Sadji était là un jour. Ah oui. Et elle a entendu. Je n'aurais pas manqué ça. Ça c'est intéressant. Oui, tout bonnement. Bon, c'est la même acheteur bouquin. Ça c'est trop coûte même.
Et bien, on vient de terminer avec Sadji sur le management du handicap dans l'entreprise. Sinon, l'actualité, c'était le forum CCI sur la prévention pour aider les entreprises en difficulté. Ensuite, nous sommes allés à Saint-Claude où il y avait au campus une journée sur le journalisme et intelligence artificielle. Le salon de l'emploi, c'est à Paris. Nous sommes allés aussi sur place avec Maurice Cessé. Puis on a terminé avec la visite à la banque alimentaire du nouveau préfet de la Guadeloupe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, 12h30, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle séquence du ZCL. Ciao, bye bye. Bon.